Auditeurs et téléspectateurs, merci de nous retrouver tous les week-ends pour la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les commentaires et les analyses des différents médias partenaires. Aujourd'hui, la Tribune des éditos a retenu 3 sujets pour vous. En première partie, il sera question de l'adoption par l'Assemblée législative de transition de la loi portant conditions d'entrée et de sortie du Burkina. Second sujet, les grandes réformes annoncées par le Conseil des ministres de mercredi dernier, mise en place de l'autorité nationale de coordination du foncier et puis lutte contre la corruption. Le gouvernement adopte un décret pour faciliter la dénonciation dans l'administration. Et enfin, il sera question hors de chez nous de la Guinée, dissolution du gouvernement, gel des comptes bancaires et saisie des passeports des ministres. Quelle lecture faut-il avoir? Autant de sujets qui seront abordés à cette émission par 3 professionnels des médias que je m'en vais vous présenter. Nous avons Lévi Confé, journaliste à l'Observateur Palga. Aruna Kaboré, journaliste indépendant, est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Michael Tougri, rédacteur en chef de Twi TV. Conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. C'est une loi qui a été adoptée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée législative de transition. Aruna Kaboré, pour vous, qu'est-ce qui pourrait bien justifier l'adoption d'une telle loi dans le contexte actuel ? En tout cas, merci pour déjà cette invitation, je le disais déjà. Je pense que dans l'exposé des motifs, c'est bien stipulé. La loi qui datait, je crois, de 84 déjà, devenait peut-être un peu insuffisante, notamment sur un certain nombre d'éléments. Déjà dans la définition d'un certain nombre de terminologies même posait problème, ça demandait une certaine précision. Et également, on le sait, l'actualité nous le renseigne bien entendu. Le contexte terroriste commande que au sommet de l'État, on puisse prendre un certain nombre de dispositions pour encadrer, pouvoir savoir concrètement qui entre, qui sort du territoire. Je pense que c'est de bonne guerre. Dans sa forme, c'est une loi de 35 articles, divisée en 5 titres, je pense. C'est assez digeste comme disposition. J'ai un peu parcouru rapidement. Il n'y a pas véritablement grand bouleversement, on l'entend, c'est vrai, l'actualité avec les nouvelles évolutions qu'on a eues, avec la sortie de l'AES, de la CEDEAO, on s'est dit, est-ce qu'il y a quand même un rapprochement? Mais après, quand on regarde dans le contenu, je pense qu'il n'y a pas de grand bouleversement à ce niveau. On le constate, bien entendu, des dispositions également qui montrent que les ressortissants de l'espace de l'Afrique de l'Ouest restent encore encadrés par un certain nombre de dispositions qu'ils partagent avec les Burkinabés, notamment dans les questions de liberté de circulation des biens et des personnes, on le voit ressortir. Mais comme je le disais, il y a un certain nombre de précisions dans la définition, de précisions aussi sur le contexte terroriste auquel on est confronté. Il y a aussi les questions de trafic d'enfants. On a vu, la loi ressort cela clairement. Un enfant qui doit sortir du territoire burkinabé doit être muni d'une autorisation parentale pour qu'il puisse sortir. Je pense que c'est assez noble. Et la loi précise également à ce niveau-là que lorsque l'enfant est accompagné des 2 parents, cette autorisation-là n'est pas exigée. Voilà un peu un regard global sur cette loi que j'ai regardé et j'ai pas vu grand bouleversement qui devrait peut-être susciter des craintes, parce que quand une telle loi entre en vigueur dans un tel contexte, on se dit, est-ce qu'on prend une nouvelle loi pour faire un certain nombre de barrières, pour ressortir un certain nombre d'éléments, pour exiger des documents nouveaux à
aux ressortissants qui ne feraient peut-être pas partie de l'espace nouvellement créé, mais je pense pas que, et sauf erreur de ma part, dans toutes les dispositions que j'ai pu parcourir, j'ai pas entendu parler de l'AES, mais j'ai vu écrit communauté, en fait pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc on reste quand même dans un grand ensemble et on préserve au terme de cette loi les acquis quand même de ce grand ensemble-là. Et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on reçoit de telles informations dans une telle loi. D'accord. Alors, Michael Tougri, pour vous, quelle est la nécessité de procéder à la relecture d'une telle loi ? Oui, mais je pense qu'il y a nécessité de revoir la loi parce que lorsque vous voyez l'ordonnance de 1984, il y avait beaucoup d'insuffisances à la relever. Il y a des thèmes qui n'étaient pas définis. Lorsque peut-être vous prenez un agent de sécurité ou bien un agent au poste de frontière qui doit mettre en application une décision, vous voyez, lorsque vous lisez, qu'est-ce qu'un document de voyage ? Il faut que le gars sache c'est quoi. Qu'est-ce qu'une reconduite à la frontière ? Qu'est-ce qu'un refoulement ? Tout ça n'était pas défini dans les dispositions de 84. Mais aujourd'hui, lorsque l'agent est face à une situation, rapidement, il sait ce que ça veut dire. Et puis, il y a le contexte aussi des questions géostratégiques aujourd'hui. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et puis, nous sommes aussi un pays, il faut s'aligner aussi sur les tests internationaux, notamment peut-être les tests de la CEDEAO. Lorsque vous regardez vos tests, vous circulez dans un ensemble. Si vos tests ne répondent pas à cet ensemble-là, il faut le mettre à jour. Je pense que c'est dans cette dynamique-là que le gouvernement burkinabé a décidé de mettre à jour cette ordonnance de 1984. Alors, Lévi Confé, quand on regarde les motifs qui ont été avancés pour justifier justement la relecture de cette loi, on découvre entre autres des raisons sécuritaires et aussi de géopolitique. Pour vous, est-ce que la nécessité est partagée comme avec nos confrères Aruna Kabore et Michael Tougri? Il faut dire que l'une des préoccupations dans cette lutte contre le terrorisme, c'était d'abord la porosité de nos frontières. Et je pense qu'avec cette nouvelle disposition, cette nouvelle loi qui vient remplacer l'ordonnance du 4 août 1984, va permettre de prendre en compte certaines insuffisances telles qu'on n'arrivait pas vraiment à contenir les terroristes qui franchissent comme ils veulent nos frontières avec parfois des documents dont donc aujourd'hui on se met au diapason par rapport au contexte, c'est-à-dire les groupes armés, les bandes organisées en crime transfrontalières et transnationales. Je pense que celui qui a motivé cette décision a bien spécifié que, en tout cas, on se conforme au contexte du moment. Et il relève aussi que le législateur qui avait pensé sur cette loi l'ordonnance du 4 août 1984 était resté un peu ambigu sur certaines notions. Donc il fallait lever ce voile et donner vraiment un contenu clair pour permettre à celui qui est chargé d'appliquer la loi d'interpréter de façon bien précise et ne pas se donner quand même certaines largesses et puis ne plus être en conforme avec la loi. Et on estime aussi qu'elle comporte des dispositions non conformes à certaines dispositions communautaires et internationales. Et avec la nouvelle loi qui vient d'être adoptée, on va internationaliser ces normes et puis être en tout cas en conformité avec les autres pays qui nous entourent. Mais cette nouvelle loi aussi était silencieuse sur certaines questions comme le relevé mes prédécesseurs, telles que des notions qu'on avait besoin de savoir clairement qu'est-ce que ça renvoie, qu'est-ce qu'un étranger, qu'est-ce que aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire et qui rentre sur le territoire burkinabé est un étranger ou bien il est burkinabé? Bon, il y avait beaucoup de questions qu'on se pose, mais avec la nouvelle loi, je pense que tout est pris en compte. On définit la définition conceptuelle qui n'existait pas dans l'ordonnance du 4 août 1984. On retrouve cette définition dans la nouvelle loi qui vient d'être adoptée. Donc je pense que
En tout cas, on cherche toujours à améliorer les choses et vu dans ce sens aussi, ça permet quand même une bonne administration et des entrées et des sorties du territoire burkinabé. Mais quoi qu'on dise, nous sommes dans un espace où on vient de se retirer. Et justement, Harouna Kabouré a relevé l'absence de l'Alliance des États du Sahel. Oui, mais le Burkina Faso se prépare en cas de réaction des autres pays pour avoir quand même la latitude d'appliquer ce qu'on appelle la loi de réciprocité. S'il faut aujourd'hui que les autres pays nous imposent certaines conditions pour entrer dans leur territoire, voilà, mais on a de quoi réagir pour être en phase avec les réalités du moment. C'est un peu de la géopolitique et je pense que c'est de bonne guerre. D'accord. Justement, parlant de géopolitique, Harouna Kabouré, je vous renvoie à l'article 12 de ce projet de loi qui dit que les ressortissants des pays membres de la communauté économique des États des pays membres de l'Afrique de l'Ouest sont dispensés du permis de séjour. Néanmoins, ils doivent détenir un document d'identité consulaire ou un document d'identité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Que faut-il comprendre ? Oui, il n'y a rien de changeant. Ça montre que les dispositions ou les accords au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest restent en vigueur. C'est essentiellement parce que quand vous prenez, c'est bien l'article 12, ça exempte les ressortissants de la CEDEAO d'un certain nombre de contraintes. Donc il y a des libertés de circulation qui avaient été acquises dans la mise en place de la CEDEAO. Donc moi j'ai lu cette partie-là avec beaucoup de bonheur quand même, parce que la loi reste assez objective sur le contexte du moment, parce que imaginez que cette partie-là disait autre chose. Voilà. D'ailleurs, ce qui fait peut-être un petit tollé autour de cette loi, c'est l'idée que les gens se donnent de ce que serait cette portion du texte. Qu'est-ce que une nouvelle loi sur les dispositions d'entrée et de sortie au Burkina vient faire dans un tel contexte? Est-ce que ce n'est pas pour barricader le Burkina ou bien l'AES vis-à-vis des autres pays de la CEDEAO? Ce sont des questions, ce sont des interrogations que les gens se sont posées, mais cette disposition, avec cette précision, montre quand même qu'il y a peut-être pour l'instant des dissensions, mais dans la pratique, dans la réalité des faits, la communauté reste et les États restent attachés à ce fonctionnement-là. Au-delà même de la CEDEAO, il faut savoir que il y a un certain nombre de dispositions au sein de l'UEMOA qui sont encore plus rapprochants. Je vais parler des entités que sont les États au sein de ces communautés-là. Donc, sur le plan de la libre circulation des biens, sur le plan des biens et des personnes, et la loi, et cette loi-là, je pense qu'elle ne touche pas, elle ne touche pas ces aspects-là. Maintenant, une loi, elle reste d'abord une loi. Ce qui permet d'avoir plus de précision, ce sont les décrets d'application des dispositions de cette loi. Donc, peut-être que ces décrets-là, la loi reste assez large, assez vague. Les décrets d'application viendront donner un certain nombre de précisions. Et on parle de géopolitique, on parle aussi de stratégie. Certainement que la loi attend de voir la progression qu'il y aura au sein dans la discussion AES-CEDEAO pour peut-être avoir plus de précision. On attendra donc de voir ce que ça pourrait donner. Sinon, en l'état actuel, je pense que les Burkinabés et les ressortissants de la CEDEAO gardent les avantages en termes de liberté de circulation, en termes que déjà conférait, ces avantages que conférait déjà la communauté dans son ensemble. D'accord. Je me retourne vers vous, Lévi Confé. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette disposition qui permettait de se préparer sûrement en termes de réciprocité au cas où certaines mesures viendraient être prises par d'autres pays. Et à la lecture, justement, de l'article 12 de ce projet de loi, on voit clairement que les populations des pays membres de la CEDEAO, dans lesquels nous ne sommes plus, sont dispensés du permis de séjour lorsqu'ils entrent au Burkina. Est-ce que vous avez encore la crainte que vous avez émise en estimant qu'il s'agissait de se préparer en termes de réciprocité?
Oui, on dit permis de séjour, ils sont exemptés de permis de séjour. Mais cela ne dit pas que pour entrer sur le territoire burkinabé, on ne va pas vous demander un visa, par exemple, ou vice-versa. Donc, c'est comme il a dit, c'est le dispositif réglementaire qui va venir nous apporter plus d'éclaircissement. Il est dit que ce qui est demandé, c'est qu'ils doivent détenir un document d'identité consulaire ou un document d'identité de la CEDEAO. De la CEDEAO. Ça veut dire qu'ici, on parle déjà de la communauté. Un document dûment délivré par la communauté. C'est-à-dire que quelqu'un qui tient un passeport de la CEDEAO peut rentrer. Mais est-ce que quelqu'un qui tient une pièce d'identité de son pays peut se lever et passer la frontière et puis rentrer dans notre pays? Je ne pense pas que ça soit le cas. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu dans la spéculation. Oui, mais la loi est précise. Mais la loi dit un document d'identité. C'est-à-dire consulaire. Oui, un document consulaire ou de la communauté. Oui. Mais ne dit pas de son pays. Oui, mais la communauté, jusque-là, est constituée. Je lis le terme clairement. Néanmoins, il doit, toutefois, les ressortissants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont dispensés du permis de séjour. Néanmoins, ils doivent détenir un document d'identité consulaire ou un document d'identité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, un document, la pièce d'identité burkinabé est un document d'identité de la CEDEAO. Puisque nous appartenons à cette communauté, ou du moins de ce que je comprends. Le document d'identité consulaire, quand un Burkinabé est en Côte d'Ivoire, par exemple, il tient une pièce d'identité consulaire, sa carte consulaire en fait. Donc, il est encore membre de la communauté. Avec un tel document, il est dispensé des différentes dispositions de l'article dans ses premiers tirets. Donc, à l'étape actuelle, je le dis, moi, je m'étais dit, quand j'ai entendu parler de cette loi, peut-être que quelque part, on entendra une différence entre un ressortissant de l'AES et un ressortissant de la CEDEAO. Mais à l'étape actuelle, il n'y a pas de différence. Au terme de cette loi, je ne vois pas fondamentalement de différence entre un ressortissant de la CEDEAO et un ressortissant de l'AES. Justement, avant de vous laisser réagir, les vues qu'on veut avant de vous laisser réagir, j'ai envie d'entendre également Michael Tougri. Quelle est sa compréhension par rapport justement à l'article 12 de ce projet de loi-là? Bon, de cette loi maintenant, puisqu'elle est adoptée. Non, mais lorsqu'on regarde là, il n'y a rien sous le soleil. Comment je regarde, c'est comme cela que ça s'est passé avant. Non. Est-ce que ça a changé? Avant, quand vous partiez en Côte d'Ivoire, vous avez votre carte d'identité, ou lorsque vous partiez au Mali, lorsque vous avez votre carte d'identité, arrivé à la frontière, vous passez. Lorsque vous voulez partir dans un pays peut-être comme le Ghana, là peut-être on va vous demander peut-être le passeport. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste peut-être que dans l'ancienne loi, il n'avait pas spécifié, il n'avait pas encore couché ça sur papier. Sinon, c'est la pratique. Donc moi, quand j'ai lu, bon, je pense que ça m'a rien dit. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme cela chaque jour quand les gens voyagent. Ils ont leur carte d'identité, ils arrivent là-bas. Lorsqu'ils veulent s'établir, pour peut-être, lorsqu'ils partent au-delà de 3 mois, c'est là maintenant ils doivent chercher à avoir la carte de résidence, ils doivent chercher à avoir la carte consulaire. Sinon, si vous partez dans un pays de l'UEMOA, je pense que si vous partez pour 5-6 jours, si vous avez les documents qu'il faut pour traverser la frontière, notamment un carnet de santé qui respecte les vaccinations demandées, lorsque vous avez votre carte d'identité, lorsque vous avez tous les documents qu'il faut, je ne suis pas sûr qu'on va vous fatiguer. Donc lorsque j'ai lu, je me suis dit qu'en 84, il n'avait pas mis ça. Donc, au regard de la situation aujourd'hui, il faut mettre... Mais on sent tout de même que dans la description qui est faite, on s'extériorise. Lorsqu'on dit les populations, les ressortissants des pays membres de la communauté économique, on s'extériorise. Oui, mais c'est comme ça la loi, puisque la loi prise là, elle ne va pas s'appliquer de la même manière, par exemple, qu'un ressortissant de l'Afrique centrale. Alors, si quelqu'un vient de l'Afrique centrale qui veut rentrer au Burkina Faso et quelqu'un vient de la CEDEAO qui veut rentrer au Burkina Faso, ils ne sont pas traités de la même manière en termes de documents. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes en phase avec pour étayer ce qu'ils disent, ils doivent repartir quand même voir l'article 7 de cette loi qui dit que pour entrer, tout étranger qui entre dans le territoire national doit remplir les conditions suivantes. Un document de voyage en cours de validité reconnu par les autorités burkinabées et revêtu soit d'un visa burkinabé ou communautaire s'il y a lieu,
ou munis d'un accord de visa, soit d'un permis de séjour. C'est l'article 7 qui donne un peu ces conditions. Et si vous omettez cette partie, on ne va pas se comprendre parce qu'on va discuter à longueur de journée. Je sais, juste une petite réalité. Mais on doit quand même me laisser. L'article 12 parle d'exemption de permis de séjour, mais pas de visa. En fait, c'est des petites nuances de visa. Donc, si on l'isole comme ça, bon, on va se tromper un peu. Mais c'est comme je l'ai dit, ce n'est que des spéculations parce que cette loi doit être complétée par des dispositions réglementaires qui vont permettre de l'administrer sur le terrain. Maintenant, la différence va se faire sentir dans ces dispositions réglementaires qui vont voir le jour un peu avec le temps. Mais alors, quand vous partez voir l'article 7 dont vous parlez, est-ce qu'il y a une différence entre un Burkinabé et un ressortissant de l'AES? Non, moi je ne parle pas de l'AES. Vous voyez, en fait, je parle d'un visa non, parce que c'est pour en venir au fait que l'entité dont tu parles, qui est sortie de la CEDEAO, c'est l'entité AES. Mais dans cette loi, elle est nationale. La loi, elle est nationale, votée par un pays comme le Burkina Faso. Oui, mais la loi fait peut-être une différence entre un ressortissant, un national, un Burkinabé, un étranger, c'est-à-dire qui n'est pas burkinabé, et plus un non-ressortissant CEDEAO. Voici pratiquement les trois entités. Quand on lit la loi, les trois entités qu'on arrive à ressortir. Vous comprenez qu'on parle du national, du burkinabé, de l'étranger, c'est-à-dire celui qui n'est pas burkinabé, du ressortissant CEDEAO et des contraintes des contraintes liées à des ressortissants hors CEDEAO. Parce qu'il y a une disposition qui te dit quand tu es de la CEDEAO, tu es exempt d'un certain nombre de documents. Quand tu es burkinabé, voilà comment tu sors, voilà comment tu entres. Quand tu es étranger, voilà comment tu sors, voilà comment tu entres. Voici les trois entités qu'à la lecture de la loi, on arrive à ressortir. En dehors de cela, dans cette loi, comment vous faites la différence entre un ressortissant CEDEAO et un ressortissant AES? Il n'y a pas de différence dans ces deux entités. Ce qui nous permet de tirer la conclusion selon laquelle il y a des avantages pour peut-être le national, pour l'étranger et pour le ressortissant CEDEAO, et maintenant des contraintes un peu plus pour des ressortissants hors CEDEAO. Donc par voie de conséquence, la loi prend en compte les dispositions elle continue de prendre en compte les dispositions établies par la communauté. Si dans la progression il y a des précisions qui se font, et j'en doute, à moins qu'on remodifie la loi, ce que la loi n'a pas annoncé globalement, un décret ne pourra pas venir nous stipuler des éléments qui mettent en jeu une communauté comme l'AES. Ça va être difficile. Parce que le décret viendra préciser des éléments déjà annoncés par la loi. Donc, c'est un peu ces différentes entités-là qu'à la lecture de la loi, on arrive à ressortir. Mais comme on le dit, on est en géopolitique, on est quand même... on a des réalités, les réalités actuelles. Si, effectivement, l'AES, imaginons que l'AES avance dans sa confédération. Évidemment qu'il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer dans une telle loi. Si on est une confédération, mieux si on devient une fédération. D'accord. Michael Tougri, est-ce que quelle a été la compréhension que vous avez eue de la nuance qu'a voulu faire Lévi Confé entre l'article 7 qui parlait de visa et l'article 12 qui exemptait de titre de séjour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO? Quelle a été votre compréhension, vous? Non, moi, lorsque j'ai lu, et d'abord même, il faut qu'on s'accorde sur qu'est-ce qu'un visa même d'abord. Voilà, le visa, c'est quoi? Parce que en fonction du document que vous utilisez, vous allez avoir un certain nombre de choses. Si vous utilisez un passeport pour voyager, quel qu'en soit l'espace, arrivé à la frontière, on va vous mettre un cachet là-dessus, sur le passeport. C'est un visa. C'est un visa, oui. Si vous utilisez la CNIB pour voyager, arrivé à la frontière, il n'y a pas de cachet. Vous passez.
dans l'espace UEMOA, vous passez comme... Voilà, si vous avez tous les documents à jour. Donc, je pense que quand ils ont dit visa... Là, il est question de l'espace CEDEAO. Oui, voilà. Les pays... Oui, évidemment. Si vous prenez un passeport... Ça a été précisé. Oui, mais si vous partez dans un pays CEDEAO, c'est-à-dire hors UEMOA, mais il vous fait un visa. Il faut d'abord un passeport, sinon, je ne vois pas comment vous rentrez. Par exemple, lorsque vous voulez aller au Ghana, vous rentrez au Ghana avec quoi? Avec votre CNIB. Oui, ça fait partie de la CEDEAO. Oui, ça je demande. Mais c'est plus simple pour vous, avec le visa. Si vous présentez le visa au poste, on va vous mettre un cachet, un visa d'entrée. Si vous prenez le même passeport que vous partez au Togo et que vous présentez le document, ce même passeport, on va le viser. On va mettre un visa dessus. Donc c'est un visa d'entrée comme de sortie aussi. Si vous sortez aussi, on va mettre aussi un visa là-dessus. Donc il ne faut pas que les gens peut-être pensent que c'est le visa qu'on pas demandé dans les ambassades pour partir. Voilà. Je vois qu'il n'y a pratiquement pas de changement. Il n'y a pas de changement. C'est juste une mise à jour des choses. C'est juste une mise à jour. C'est pas d'où vient l'AES ici. Je parle de titre de séjour. Je ne parle pas de visa. L'article 7 donne les conditions, mais on dit que c'est les gens de l'espace CEDEAO qui sont exempts du titre de séjour. Oui. Mais les autres qui ne sont pas de l'espace CEDEAO, ils seront obligés d'avoir un titre de séjour. Maintenant, l'article 7 donne certaines conditions qui font la différence en fait. Les visas dont vous parlez, c'est différent d'un titre de séjour en fait. Ou bien, maintenant, je ne vois pas d'où est sortie l'idée de l'AES dans ce contexte. Parce que la loi nous dit espace économique de l'Afrique. Ne parle pas de l'AES en fait. On parle de la CEDEAO. On parle de la CEDEAO. Donc je pense qu'on ne doit pas faire de confusion au niveau de cet aspect en fait. Alors, dernière réaction Aruna Kabouri avant qu'on passe à l'autre sujet. Oui, bon, au risque de me répéter, je pense que c'est peut-être une loi. Les mots aussi disent que lorsqu'un seau peut-être t'emmène dans un feu, il y a nécessairement un second seau à faire. Mais si cette loi, elle est déjà adoptée, mais le contexte actuel, avec les discussions, les débats qu'il y a entre CEDEAO, sortie de CEDEAO et rester au sein de la CEDEAO, si ce débat-là progresse et que, évidemment, les pays de l'espace de l'AES quittent définitivement la CEDEAO, ce sera une loi qui va être revue nécessairement. Parce que quand vous écoutez les autres membres de la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils disent? Dans les discussions qu'ils auront avec quelque espace que ce soit, avec quelques pays que ce soit, ce sera dans le cadre communautaire. C'est-à-dire, si des pays quittent par exemple l'espace CEDEAO, le reste de l'espace CEDEAO, lorsqu'il y aura discussion, ils s'inscriront nécessairement, primo, dans le cadre communautaire. Ce sera peut-être une discussion d'entité une qui peut être un espace comme l'AES, avec notamment la CEDEAO, parce que c'est un peu les arguments qu'ils avancent. Donc si cette actualité-là évolue et que nos pays, malgré les discussions qu'il y a, quittent la CEDEAO, que c'est l'AES qui est l'entité, je pense que cette loi-là va être obligée de se voir une modification dans les années ou peut-être les mois à venir pour se conformer, parce que là on n'aura plus les avantages. Si nous, en tant que ressortissants de l'AES, nous n'avons pas les avantages au sein de la CEDEAO, vous voyez que cette réciprocité, il faut que nos pays mettent cette réciprocité en branle pour revoir un certain nombre de dispositions. À cet effet, peut-être si un Burkinabé doit aller en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire lui exige un visa, la réciprocité va venir et là la loi connaîtra nécessairement une évolution. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Moi personnellement, c'est pas ce que je souhaite, parce que de ma position, c'est de faire en sorte, on peut
avoir l'AES qui évolue, mais rester quand même dans le grand ensemble qu'est la CEDEAO, parce que on est toujours plus fort quand on est dans le grand ensemble. D'accord. Oui, réaction rapide. Moi, je me dis que quitter la CEDEAO, il faut attendre janvier 2025. Parce que lorsque les autorités ont dit avec effet immédiat, la CEDEAO a répliqué et ils ont dit qu'ils prennent note. Donc, il faut attendre janvier 2025. Ça ne faut tout de même pas de discussion. Le chef de l'État dit que c'est désormais un sommet de non-retour. Vous savez, ce sont des questions politiques. Donc, voilà, ce sont des questions politiques. Ce que les textes de la CEDEAO disposent, vous faites votre notification et c'est au bout d'une année, si vous ne les tirez pas, la CEDEAO constate votre départ. Donc, nous, même si aujourd'hui on a dit qu'on a quitté et que ça ne se négocie pas, la CEDEAO quand même attend de respecter ce délai imparti par la loi avant de constater le départ des pays de l'AES de cette institution. La preuve en est que lorsque vous lisez, vous retrouvez ça dans l'article 12, vous retrouvez la CEDEAO dans l'article 12. Oui, donc, la loi nous dédie quand même, hein, on se dédie avec cette loi quand même, voilà, parce que quant à l'article 12, on devait nécessairement mentionner Alliance des États du Sahel. Non, en fait, franchement, c'est pas ma position. Vous savez, c'est pas ma position. La sortie de la CEDEAO, là, moi j'estime que nous sommes dans un espace où l'intégration des populations a pris le pas sur l'intégration des politiques. Ce sont les politiques qui sont en retard. Moi, j'ai toujours estimé que les politiques, ils vont peut-être trébucher dans leurs ententes, dans leurs collaborations, mais l'intégration des peuples est déjà en avance. Il ferait mieux de discuter, de pouvoir s'entendre, parce que qu'est-ce que vous faites quand vous... Bon, on ne va pas refaire le débat. On va pas refaire le débat. Les mêmes conditions d'intégration des peuples sont admises au sein de l'UEMOA, dont on est toujours membre. Oui, en termes de libre circulation des biens et des personnes avec l'UEMOA. Toutes les sanctions qui ont motivé un peu la sortie de la CEDEAO, là. Mais ce sont des sanctions, pour la plupart, qui ont été actionnées par l'UEMOA. Donc, d'aucuns nous disent que sortir de la CEDEAO et rester à l'UEMOA, bon, ça a un peu un goût d'inachevé. Moi, je salue encore le fait qu'on soit encore à l'UEMOA, le fait que la discussion soit encore menée. On a l'ancien président, c'est le seul président survivant du Nigeria, là, le général Gowon, qui a sorti une tribune quand même, qui a donné un certain nombre d'éléments de lecture, qui remet des éléments sur la balance de la discussion. L'espoir pour moi, c'est que les présidents de tout cet espace de la CEDEAO là puissent quand même encore échanger pour ne pas nous faire perdre du temps, parce que l'intégration, c'est une dynamique inexorable. D'accord, vous l'avez dit, on ne va tout de même pas refaire le procès de cette sortie-là. Nous allons donc passer au second sujet, retenu pour la tribune des éditos, mise en place de l'autorité nationale de coordination du foncier et adoption d'un décret pour faciliter la dénonciation des cas de corruption dans l'administration. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de mercredi dernier en termes de réforme. Vous, Lévi Confé, comment est-ce que vous appréciez d'un côté le foncier et de l'autre côté la corruption? Bon, je vais un peu me prononcer d'abord sur la question de la corruption, parce que c'est une infraction qui ne se... rarement on a commis cette infraction sur la place publique. Ça se fait de façon illicite. Donc certainement c'est par dénonciation, voilà, qu'on va pouvoir quand même mettre la main de ceux qui sont coupables de corruption, en fait. Mais il faut dire que cette prime-là va venir quand même combler un déficit de détection même des actes de corruption. Comme je le disais, c'est pas une infraction qui se fait sur la place publique et puis bon, aux yeux, au su de tout le monde. Il faut dénoncer. Déjà, ça va combler, permettre et encourager certaines personnes d'aller dénoncer. Mais ce qu'il faut exactement pour lutter contre la corruption au Burkina, c'est vraiment la répression. Si vous voyez les bilans qui ont été dressés par-ci, par-là, des actes de corruption et la répression des dossiers qui ont connu vraiment un procès, c'était minime par rapport à ce qui avait été dénoncé. Donc tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment donner les moyens aux acteurs de la lutte contre le terrorisme de mener les enquêtes. Même si les gens dénoncent, il faut des enquêtes approfondies pour pouvoir mettre la main
exactement. Surtout qu'on sait comment les gens procèdent au Burkina Faso. Quand vous écoutez les gens qui sont dans le contrôle et la lutte contre la corruption au Burkina, parfois vous allez voir quelqu'un qui détient un immeuble, mais pour un problème de mutation, que ce n'est pas à son nom, on n'arrive pas à remonter et à situer les faits pour avoir quand même... Donc on peut toujours dénoncer, mais ce qu'il faut, c'est les moyens pour mener les enquêtes et déceler là où l'acte de corruption a été posé. Voilà, donc pour moi c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà pour encourager les enquêteurs tels que la Cour de compte, l'ASE, à aller au bout de toutes ces procédures qui ont été engagées et dont on connaît vraiment beaucoup de dossiers encore dans les tiroirs des juges qui n'ont pas encore connu de dénouement. Donc ce qu'il faut réellement, c'est vraiment les moyens pour que les acteurs puissent pousser les enquêtes et mettre la main sur les acteurs de la corruption. Et votre avis sur la question foncière avec la mise en place de l'autorité nationale de coordination du foncier? Bon, je ne sais pas quelle sera la tâche que cette coordination va jouer, mais toujours est-il que la question du foncier, c'est quand même une bombe à retardement dans le sol burkinabé. Quand on voit un peu, voilà, Pazani, un peu vers Kosodo, on a beaucoup de querelles liées au foncier. Donc, c'est vraiment... une bonne chose dans la mesure où si cela va permettre de désamorcer cette crise qui couvre depuis des années, parce que avec le temps on a laissé des gens faire de la terre une matière à spéculation. Voilà, donc ils ont fait beaucoup de rentabilité et à peine si beaucoup de localités même n'ont pas été dépourvues de leurs terres pour pratiquer l'agriculture. Donc j'attends de voir vraiment la mission de cette coordination pour apprécier et voir quelles sont ses attributions et quelles seront ses moyens d'action. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un PIA, c'est facile. Mais si c'est un titre foncier, il faut dédommager avant de prendre. C'est vrai que l'État peut demander à prendre un terrain pour un usage à l'intérêt commun, mais il y a quand même des retombées, il y a des conséquences quand même. Donc aujourd'hui, j'attends de voir et d'apprécier ce que cette coordination va pouvoir faire comme travail. D'accord. Alors, Michael Toubli, votre avis par rapport à ces deux réformes que l'on a vues au niveau du Conseil des ministres? On parle de la création de l'autorité nationale de coordination du foncier. Déjà, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette autorité-là en charge des questions foncières? Oui, on lui avait beaucoup d'intérêt, mais vous savez, moi j'ai un problème avec toute cette manière de faire là. Au Burkina Faso, on a des rapports dans des tiroirs. On a le rapport sur les questions foncières du Parlement burkinabé, l'Assemblée nationale qui a fait une enquête sur le foncier. Les rapports sont là. Ceux qui sont mis en cause, tout est dans le rapport. On laisse le rapport dans le tiroir. On va créer encore une nouvelle autorité pour gérer quoi? Depuis plusieurs années, les gens ont mené des enquêtes, les gens ont fait ceci, les gens ont fait tout. Aujourd'hui, on a tous les rapports qui existent sur les questions les questions foncières, mauvaise gestion, tout existe. On s'assoit, on met ça de côté, on crée encore une nouvelle autorité. On a l'impression que chaque pouvoir qui vient ne veut pas bâtir sur, comme on dit, l'administration est une continuité. On a l'impression que les gens ne veulent pas cette continuité-là. Est-ce que la création de cette nouvelle autorité ne prend pas aussi en compte ces différents rapports dont vous faisiez cas? Il y a par exemple la digitalisation de la chaîne foncière qui fait partie des privilèges de cette nouvelle autorité, alors que dans les rapports que vous avez cités, c'était demandé de procéder à une digitalisation de tout ce qu'on a comme données sur le plan foncier. Oui, tout ça c'est vrai. Mais tant que vous ne situez pas les responsabilités, aujourd'hui les enquêtes sont là, il faut situer les responsabilités. Ceux qui ont amassé des superficies en un point fini, il faut pouvoir commencer, le président l'a dit, il faut pouvoir commencer à retirer tous ces parcelles qui ne sont pas acquis dans les bonnes conditions. J'ai envie de dire que la digitalisation ne répond pas, par exemple, au problème des doubles attributions, ou bien quelqu'un qui a été attributaire, il vend avec 5 personnes, ça ne résout pas le problème. Il faut d'abord, c'est une épuration du passif foncier avant de mettre des organes en place pour prendre en charge le reste. Aujourd'hui, si vous faites le sondage, vous allez voir qu'on a beaucoup de passifs fonciers qui attendent d'être résolus.
est-ce que la coordination qu'on vient de mettre en place va répondre à cette préoccupation qui maintient en tout cas la tension parmi tant de communautés? Il y en a beaucoup sur le territoire national. Mais est-ce que cette coordination, la digitalisation, c'est bien parce que cela va permettre d'éviter les doubles attributions, parce que on a vu des gens qui ont vendu un terrain et bon, il y a plus offrant qui arrive, il vend avec lui, les deux se retrouvent à se disputer le terrain. C'est vrai que la digitalisation avec le temps va éviter ça, mais ce qui a déjà été commis comme acte, qui est posé, et il y a le passif foncier qui est là, comment on épure ça? C'est ça la question. D'accord. Harouna Kaboré, pour vous, est-ce que la création de cette nouvelle autorité permettra de pouvoir épurer le passif foncier? Oui, mais le foncier la relève de tout un ministère. Non? Il y a quand même, Tougouri le disait tout de suite, il y a quand même le ministère en charge de l'urbanisme. Je crois bien sûr. Que fait le ministère en charge de l'urbanisme? J'ai l'impression que, tu vois, cette nouvelle autorité-là est encore attachée à la présidence. Vous savez, on a un président qui est chef de guerre, qui a déjà beaucoup à faire. Si dans ces aspects techniques-là, ça doit aller faire encore une sorte de surcharge à la présidence, moi je pense que récemment, il y a eu une loi sur le foncier qui sortait un certain nombre de griefs sur les promoteurs immobiliers. On en a beaucoup parlé. Après, il y a juste un problème à Ouara 2000 ici, extension sud, qu'on ne peut même pas régler. On a des petits problèmes domestiques liés au foncier qu'on n'arrive pas à régler. On a un problème de volonté, plus qu'un problème de texte, plus qu'un problème d'institution. La pléthore des institutions, là, je ne sais pas si c'est ça qui peut régler le problème. Est-ce que ce n'est pas un début de solutionnement quand on en vient à mettre en place une autorité qui spécifiquement sera chargée de cette question foncière et qui quand même ça donne un plus la digitalisation de tout ce qui est donné concernant le foncier? Vous savez, cher ami, au Burkina, on peut créer une institution pour chaque thématique ou chaque problème. C'est pas là. Moi, je ne vois pas le problème là. Vous parlez de digitalisation. C'est un peu du vent, on parle de digitalisation. Moi, j'ai un technicien qui m'a présenté ce qu'il appelle une plateforme qu'il a créée au profit du ministère, au profit de la Direction générale des impôts, e-Cadastre, qui vous permet de montrer au Burkina, chaque Burkinabé, tous ceux qui ont une parcelle, la localisation de la parcelle, la superficie de la parcelle. La plateforme vous ressort tout ça. Et ça existe. Les gens n'ont pas intérêt à implémenter ce genre d'outils. Sinon, la digitalisation, c'est vraiment une très bonne solution. Parce que même quand tu dois revendre, cette revente-là est digitalisée. Justement. Si tu n'as plus droit à une parcelle au Burkina, on ne peut plus te revendre. Il suffit juste d'aller regarder sur la plateforme. Ah, Monsieur Lévy a déjà 10 parcelles. On ne peut plus lui revendre ça. Malheureusement, on a les outils, on a les moyens techniques, mais on ne les applique pas. Parce que dès qu'on commence à les appliquer, peut-être que ça touche 2-3 amis, ça touche 2-3 patrons, et puis on s'arrête là. On recherche d'autres solutions. C'est peut-être bien de créer des structures. Je suis très content qu'on parle de lutte contre la corruption. Mais il y avait pas entendu également ça. Mais il y avait déjà l'ASC, LCE, qui vous demande des moyens même pour faire ce travail-là. Sauf que là, il est question de donner une prime de dénonciation. Mais en attendant, bon, vous savez, vous voulez peut-être nous faire dire davantage. Sinon, le LCE vous demande des moyens pour pouvoir renforcer son travail. Mais je pense que ça pouvait se faire dans ce cadre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pertinence à créer des institutions, mais avant de créer une institution, il faut exploiter de façon optimum celle qui existe. Pour le cas de la corruption, c'est un cadre juridique qui a été amélioré pour prendre en compte ceux-là qui viendront à dénoncer, je suis content, mais en attendant, il y a des institutions qui demandent des moyens pour mieux renforcer ce qu'elles font déjà. Et pour vous, la priorité, c'est là-bas? Oui, moi je pense qu'on peut donner davantage de moyens. Il faut que le ministère en charge de l'urbanisme, il y a une loi qu'elle a sortie récemment, et il y a encore des imprécisions. Il faut qu'on puisse nous dire clairement qui
fait quoi, qui peut faire quoi. Il y a, je le disais tout de suite, il y a des plateformes dont dispose aujourd'hui, d'ailleurs, une plateforme qui a été primée récemment au sein de la Direction Générale des Impôts, qui vous permettent de savoir qui a tel nombre de parcelles. Il faut regarder tout ça. Quand vous sortez de Ouagadougou, vous voyez des gens qui ont clôturé des espaces, qui ne les exploitent pas. Personne ne va demander où est-ce qu'on en est. Vous vous rappelez, je crois il y a 1 ou 2 ans, il y a une note qui était sortie et des gens ont couru un peu à Ouagadougou. Chacun allait mettre 2-3 briques à Ouaga 2000 pour son espace qui existait et qu'il ne construisait pas. Aujourd'hui, ces mêmes espaces-là sont là. Il n'y a pas de construction là-dessus. On a juste dit à la télé, si tu n'as pas construit, on va venir prendre 2-3 jours. Et puis, aujourd'hui, c'est encore des espaces à Ouaga 2000. Vous trouvez des espaces où c'est pratiquement de la forêt. Donc, il faut qu'on optimise ce dont on dispose en termes d'action des institutions qui existent. Après, s'il y a des choses à affiner, on sera preneur forcément. Michael Tougri, vous, on ne vous a pas entendu sur l'aspect de la corruption. Désormais, une prime des dénonciateurs, des récompenses pour toute personne qui viendrait au sein de l'administration à procéder à une dénonciation de faits de corruption. Un cadre juridique est maintenant mis en place. C'est vrai qu'on a vu ça. Mais souvent, moi, je me demande, nous sommes dans quel pays? Nous sommes au Burkina Faso. Non, on n'est pas au Burkina Faso. C'est le pays des hommes intègres. On n'est pas obligé, quelqu'un va venir dénoncer des faits de corruption pour qu'on lui donne quelque chose. Pourquoi? En fait, ça doit être dans notre ADN. Il y a des choses qu'on refuse, qu'on ne peut pas accepter. À moins que... on a subi des mutations, on est devenu peut-être un autre Burkinabé. Si c'est vraiment le Burkina face au pays des hommes intègres, il y a des pratiques qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas venir dénoncer et puis on dit non, comme tu as dénoncé, on va venir te donner quelque chose. Moi, j'aime bien ce que le président fait. Son modèle, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara n'a jamais fait ça. Prendre une loi pour dire, non, pas une loi, prendre des dispositions pour dire non, si tu dénonces, je vais te donner. Non. On dit, on met fin à la corruption. Si le président a dit... N'est-ce pas ce qu'il a dit 2024, c'est fini. Le président a dit à la corruption et il est dans cette dynamique. Mais pas de récompense. Récompenser pour faire quoi? Le président a dit, je mets fin à la corruption. Tu viens, tu dénonces, on attrape le fautif, il sait ce qui va l'arriver. Donc il faut qu'encore on dit au Burkinabé de serrer la ceinture, effort de paix. Donc c'est dans nos questions d'effort de paix, on va enlever encore pour pouvoir donner à des gens parce que quelqu'un est venu dénoncer des cas de corruption. Non. Vous dénoncez la corruption, la machine judiciaire, avec les preuves, ça va se mettre en branle. Celui qui a posé l'acte de corruption, il saura ce qui va l'arriver. On termine avec vous, Lévi Confé. J'insiste et puis je persiste. La dénonciation ne fait pas de vous un coupable. C'est pas parce que j'ai été dénoncé que vous avez immédiatement les faits pour me poursuivre. La seule forme fiable reste les enquêtes menées par l'autorité compétente. Il faut donner les moyens à l'autorité, après dénonciation, de mener ces enquêtes et de réprimer. Comme je l'ai dit, le déficit de répression demeure quand même une réalité. Combien de dossiers aujourd'hui sommes dans les tiroirs des juges parce qu'on n'a pas pu aller au bout des enquêtes pour épingler le monsieur? Et bon, je veux revenir un peu sur la digitalisation. Je ne dis pas que la digitalisation n'est pas une bonne chose. Elle va mettre fin à la traçabilité artisanale qu'on avait des domaines fonciers ou autres. Mais la digitalisation ne va pas résoudre le passif qu'on connaît depuis longtemps. C'est bien, mais il y a des passifs qu'il faut épurer et qu'on reprenne vraiment la gestion du foncier burkinabé là, avec de nouvelles dispositions bien adéquates à notre réalité. Parce que pendant longtemps, ça a été un fonds de commerce et on a beaucoup de conflits aujourd'hui latents dus à ces spéculations du foncier. Donc, cette coordination, pour moi, la grande question, est-ce qu'elle va résoudre ce problème ou bien elle va venir commencer à travailler comme si de rien n'était? Alors, 5 minutes de temps d'antenne. Harouna Kaboré, avec vous, on va aller au dernier sujet qui a été retenu pour cette tribune des éditos. Et on se rend en Guinée-Conakry. Qu'est-ce qui s'est passé ou que se passe-t-il exactement dans ce pays? On sait que les choses sont allées assez vite. D'abord, il a été question de la dissolution du gouvernement. Il a ensuite été annoncé le gel des comptes bancaires et la saisie des passeports des ministres remerciés. Qu'est-ce qui se passe en Guinée?
Bon, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais ce qui est sûr, en ce qui me concerne, rien d'étonnant ne se passe en Guinée. Moi, rien ne me surprend quand il s'agit de la Guinée. Mais regardez la bamboula que le président actuel l'a fait dans ses parades dans la ville. C'est pratiquement une grosse chorégraphie qu'on voit. C'est vrai, dans les pays militaires, mais pour la Guinée, c'est extraordinaire. Le gars, il se promène parfois avec sa famille dans les rues de Conakry. Mais c'est pas étonnant. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Préalablement, il y a eu quand même un feuilleton entre... Bien entendu, après le feuilleton Pivi, qui est sorti de la prison de façon rocambolesque, et dont jusque-là, il n'y a pas de précision où se trouve Pivi, jusque-là, il n'y a pas d'éléments clairs. Mais selon un certain nombre d'informations, il y a eu quand même un feuilleton tendu entre le ministre en charge de la justice et le Premier ministre. Le ministre en charge de la justice qui avait quand même... voulu actionner un certain nombre d'enquêtes parce qu'il se trouverait beaucoup de faits de corruption présumés sur un certain nombre d'acteurs de l'administration, et évidemment. Et donc, c'est au lendemain quand même de ce feuilleton tendu là entre le Premier ministre et le ministre en charge de la justice que on a cette sortie dont les Guinéens ont d'ailleurs le seul secret. Le gouvernement est dissous, les avoirs sont gelés et tout tombe pratiquement. C'est à ne vraiment pas comprendre. Mais bon, on est en Guinée et on est habitué quand même à ces shows de la Guinée là. Le président actuel le fait. Il y a eu le Daddy Show, il y a eu plein de shows. On a vu même d'ailleurs le procès. C'est une marque fabriquée de la Guinée, moi, j'ai envie de dire. Michael Tougré, pour vous, qu'est-ce qui s'est exactement passé en Guinée? On parle aussi de remaniement en vue, mais quand on regarde la procédure, dissolution du gouvernement, gel des avoirs, jusqu'à récupérer les véhicules des anciens ministres, pour vous, quelle est la lecture? Non, parce que il faut comprendre seulement, c'est le rendez-vous de la fin de l'année, parce que les élections c'est prévu pour la fin de l'année. Donc, le Doumbia veut trouver une parade, mais c'est vrai, il a dit il y a cette tension entre le Premier ministre et puis le ministre de la Justice. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça se termine toujours comme ça. Mais lorsque vous suivez, chaque fois qu'il y a coup d'État en Guinée, c'est toujours la même manière. On gèle des avoirs, retrait des passeports diplomatiques, passeports de service. Sauf que là, à la manœuvre, on a le chef de l'État lui-même. Mais est-ce que vous avez suivi quand Doumbia a fait son coup d'État, quand il prenait le pouvoir? C'est la même rhétorique, c'est retrait des permis, retrait passeport, retrait voiture, venez déposer. Si vous voulez, vous repartez. C'est la même chose, c'est comme ça la Guinée. Mais bon, ça je comprends, parce que lorsqu'on discute avec certaines personnes, ils disent que lorsqu'on débarque des ministres, certains mêmes ministres rentrent avec les meubles de l'État chez eux, ils refusent d'envoyer les véhicules de service. Donc maintenant ils ont trouvé la parade, dès qu'il y a remaniement, on vous somme de ramener tout. Parce que si c'est pas comme ça, les gens ne vont pas ramener le bien public. Mais c'est malheureux pour la Guinée. Et puis bon, il a dit, on voit Doumbia venir. On voit là où il veut partir. Mais bon, qu'il ait la sagesse aussi de respecter un peu les engagements qu'il a pris avec la CEDEAO. De colonel, il s'est donné le grade de général de corps d'armée, c'est ça? Moi, je ne sais pas d'où vient cette folie-là. C'est en Guinée. Bon, on n'utilise tout de même pas un certain nombre de termes. On termine avec vous, Lévi Confé. Quel est votre avis par rapport à cette situation qui prévaut au niveau de la Guinée? Bon, ce n'est pas la... Ou est-ce qu'il peut-être il ne faudrait pas s'alarmer? C'est juste un remaniement qui est en cours. Non, ce n'est pas le remaniement en question qui interroge. C'est plus les conditions dans lesquelles il y a eu la dissolution même du gouvernement. Sinon, ce n'est pas la première fois qu'il soit dit, vous les situez. Bon, on a vu quand il est arrivé après le coup qui a emporté Alpha Condé, c'était le même traitement qui avait été réservé au ministre de Alpha Condé, dont le premier ministre est encore écroué en prison. Ce n'est pas surtout la dissolution, mais les conditions dans lesquelles on voit le général Amara Kamara dans une télévision prononcer la dissolution, accompagné d'une vingtaine de militaires, certains encagoulés et d'autres avec des armes,
Et donc, il y a eu, c'est un peu les conditions dans lesquelles, en fait, que cela s'est passé qui a intrigué beaucoup de gens. Et je pense que quelques jours, on le voyait un peu dans les rues de Conakry parader comme il a l'habitude de le faire. Donc, je pense que c'était vraiment les conditions qui ont intrigué les gens, mais au fond, rien ne s'est passé. Et c'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci aux équipes techniques de réalisation, pilotées à la télé par Aimé Zoundi et Alphonse Déduit du côté de la radio Watt FM. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.